Super. Alors, on va commencer. Tout d'abord, bienvenue à tous au Festival d'entrepreneuriat. On est très content de vous accueillir ce soir. Et merci à vous surtout d'avoir pu vous libérer pour participer à cette conférence sur le thème Entreprendre avec pour mission avoir un impact environnemental positif. Nous avons ici donc 4 invités de marque que je vais laisser se présenter un par un. Et qui commence, du coup? Peu importe. Comme vous voulez, oui, vraiment, allez-y Arthur. Ouais, bah ok, j'y vais. Alors du coup, Arthur, donc je suis un des cofondateurs de l'entreprise Time for the Planet. Nous, on crée des entreprises qui luttent contre le dérèglement climatique à grande échelle en détectant des innovations à impact contre les gaz à effet de serre, en recrutant des entrepreneurs pour leur trouver un modèle économique viable et les déployer sous forme de biens et de services. Et Time for the Planet a pour mission de chapeauter l'ensemble, d'injecter de l'argent pour accélérer et maximiser le déploiement. On crée des boîtes qui sont pensées et paramétrées vraiment pour avoir le plus gros impact possible et à la plus grande échelle possible, notamment via le fait qu'on utilise l'open source. Donc, on partage toutes les innovations et leurs modèles économiques avec n'importe qui gratuitement partout ailleurs sur la planète. Et Time for the Planet est un mouvement citoyen non lucratif. Donc, tout le monde devient copropriétaire de Time for the Planet à partir d'1 € sur notre site et participe à faire grandir cet objet en s'en emparant, en apportant son temps, son expertise. Et on ambitionne de lever 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises. Voilà. Bon, donc, Séverine ou moi, donc Benoît Spittler. Benoît, vous allez commencer à parler, vous êtes parfait. Ok, donc Benoît Spittler, je suis chef de l'équipe Startup et Nudge à l'Ecolab du ministère de la Transition écologique et solidaire. Dans le cadre de cette mission, nous sourçons un certain nombre de startups pour accélérer les politiques du ministère via les startups, via justement, et donc le titre de la table ronde est tout à fait adapté à la thématique de notre mission actuelle. Donc on pourra en parler davantage tout à l'heure. D'accord. Et je vais juste vous demander, est-ce que quand vous parlez pas, vous pouvez couper votre micro, comme ça évite les échos, tout ça, s'il vous plaît. Merci. Allez-y, Alexis. Ok, génial. D'abord, merci de l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Pour ma part, donc, je suis le cofondateur DG de Greenly. On a pour ambition d'automatiser le tracking de l'empreinte carbone pour inciter les entreprises, les particuliers à d'abord à se mesurer et se mesurer pour progresser. On s'est lancé parce qu'on constatait que uniquement les grandes entreprises suivaient leur empreinte carbone de façon un petit peu systématique. Et il nous a semblé qu'on manquait de solutions d'automatisation pour le faire. Donc, on a d'abord lancé une application mobile qui permet d'obtenir un bilan carbone en s'interfaçant avec ses comptes bancaires. On utilise les possibilités de l'open banking. Peut-être vous agrégez vos comptes pour suivre votre budget. Nous, on vous propose d'agréger vos comptes pour suivre votre budget carbone. Et donc, on analyse chaque paiement, on analyse chaque dépense, on en déduit les produits, les services, les paniers de produits sous-jacents et on construit comme ça automatiquement un budget de où sont vos grands postes d'émission. Et après l'avoir fait pour les particuliers, on s'est rendu compte qu'il fallait faire ça aussi pour les entreprises parce que les TPE, PME ne suivaient pas tellement leur empreinte carbone. Et donc maintenant, on construit des solutions d'automatisation à partir de la comptabilité des entreprises et on récupère automatiquement les données de compte de résultats, de dépenses pour accélérer en fait le bilan carbone, le suivi des émissions, les plans d'action. Donc voilà. Ok. Et puis moi, Séverine Lelowarn-Lemaire, je suis prof à GEM. J'ai plusieurs casquettes. Alors j'ai une casquette entrepreneuriale dont je ne parlerai pas ici. Je suis titulaire d'une chaire qui s'appelle Femmes et renouveau économique, qui fait de la recherche-action. Donc la recherche-action, c'est quoi? C'est qu'on intervient là où on a des questions, où la recherche et les consultants n'ont pas de réponse encore. Un peu pour la crise du Covid, là vous avez plein de chercheurs qui sont en train de travailler sur comment trouver un vaccin. Comment trouver un vaccin ou optimiser les chaînes logistiques, etc., ou optimiser les chaînes diplomatiques pour que les choses avancent plus vite et que les problèmes soient résolus. Nous, on fait la même chose, notamment sur l'entrepreneuriat des femmes, pour qu'elles puissent développer des business impactants.
J'ai aussi une autre fonction, c'est que je suis au conseil d'administration d'un incubateur, qui est évidemment un incubateur d'entrepreneuriat féminin. Je m'occupe de la... Et cet incubateur s'appelle Les Premières. C'est un des premiers réseaux d'incubateurs d'entrepreneuriat féminin francophone. Et puis derrière, oui, dans question de recherche, je pense que c'est pour ça que vous m'avez invitée, Élise. Merci encore. C'est parce que j'ai publié très récemment plusieurs papiers sur l'impact et comment les femmes entrepreneurs font bouger les lignes en passant leur économie, en passant leur business model vers, voilà. Merci beaucoup de votre invitation. Mais de rien. Donc après ces courtes présentations, on va pouvoir commencer dans le vif du sujet. Et la première question que j'aurais aimé vous poser, c'est quel a été l'élément déclencheur de votre orientation vers le développement durable? Par exemple, une expérience ou une personne? Je vais laisser Arthur commencer. Yes, je pense que j'ai pas eu un vrai déclencheur extrêmement marqué et extrêmement fort. J'ai pris conscience assez tardivement de l'ampleur de l'urgence climatique. J'ai toujours été très proche de la nature, voilà, mais par contre, j'avais pas conscience de plein de choses, des boucles de rétroaction, des limites planétaires dans leur ensemble. Enfin voilà. Et au fur et à mesure, en découvrant tout ça, j'ai eu une vraie prise de conscience, mais elle était dans la durée. Et je pense que là où j'ai eu un vrai, quand même un marqueur du fait qu'il fallait que je m'engage pour de vrai dans ma vie, c'est j'ai eu une grosse proposition d'une boîte pour laquelle j'étais en charge de l'Europe, une boîte digitale. Euh, et en fait, j'ai refusé mécaniquement parce que je sentais que j'étais plus phasé avec mon ADN et que j'allais nager à contre-courant si je faisais ça. Et donc, j'ai arrêté du jour au lendemain et j'ai refusé un truc qui aurait pu me faire gagner beaucoup d'argent, mais par contre, qui m'aurait rendu pauvre en termes de sens. Et donc, j'ai compris qu'il fallait que je m'oriente à fond dans ce qui faisait justement du sens pour moi. D'accord, très bien. Je vais laisser Séverine continuer. Moi, ça remonte aux années 90. Alors, je suis désolée, ça peut vous sembler pour certains dans la salle, ça peut sembler très vieux, donc ça vous donne une idée de mon âge. J'étais étudiante, je vivais en Allemagne, où la notion d'écologie, de faire les choses vertes, de faire attention à l'environnement était quelque chose d'assez beaucoup plus prédominant. À l'époque, je vivais sur Lyon et en Allemagne. Après, quand j'ai commencé à être jeune prof, donc c'est en des années 2000, 2001, j'étais pas dans cette école, j'étais dans une autre école, et des collègues étaient très très impliqués dans ce qui était le marketing vert, en essayant de dénoncer justement cette espèce que maintenant certains d'entre nous et certains étudiants dénoncent comme étant du marketing bashing, en gros de l'opportunisme écologique. On se dit qu'on est vert, mais en fait on n'est pas plus vert que ça, quoi. On essaie simplement de faire ce qu'on peut. Et puis certains qui veulent vraiment, par conviction, faire les choses bien. Pourquoi moi je me suis mise à travailler en revanche moi sur les femmes impliquées dans les business verts, c'est le confinement de l'année dernière, tout simplement. J'avais terminé mes cours, j'avais des propositions, j'avais donc toute mon activité de recherche à mener, puisque pendant ce temps-là, quand un prof n'enseigne pas, il a des objectifs de production de recherche et des gros objectifs. Et puis, il s'est trouvé que j'avais plusieurs possibilités et j'avais des opportunités de publier. Et finalement, les choses se sont faites avec des échanges plus sympas, avec des filles que je connaissais déjà de mon réseau. Et donc, ça s'est monté très, très vite. On a bossé comme des tarés jour et nuit pendant le confinement, mais ça a donné lieu à 3 papiers, 3 expérimentations qui ont marché. Voilà, c'est comme ça que j'y suis. Et c'est pour ça que je suis avec vous ce soir. Donc, c'est très récent. Oui, c'est assez récent finalement. Même si vous disiez 1990 au début, finalement, c'est un peu plus récent. Allez-y, Alexis, parce que j'ai l'impression de toute façon qu'on a perdu Benoît. Ouais, pas de problème. Moi, j'ai toujours, j'étais aux États-Unis et j'ai toujours eu une sensibilité là-dessus, mais j'en faisais rien. C'est peut-être en fait, c'est un double parcours. À la fois, ça m'intéressait d'un point de vue, c'est d'abord les grands espaces et l'amour de la nature que j'ai un peu redécouvert quand j'étais aux États-Unis, que je m'occupais de WeSings à Boston. Et en fait, où un pays où les gens s'intéressent très très peu à ces questions. Culturellement, ils sont quand même, sous Trump, ils s'en fichaient complètement. Avec Biden, c'est un peu différent.
Et en revanche, ils s'intéressent beaucoup à la techno. Et moi, j'étais chez Weezings et on passait du temps à automatiser le tracking des données de santé. Et on se disait, on arrive à financer des logiques de prévention quand on détecte à l'avance des comportements qui vont générer des maladies chroniques et on arrive à financer du coaching pour que les gens perdent du poids, évitent de tomber dans le diabète. Bref, j'étais vraiment dans le financement de la prévention en santé et, euh, et donc, sans être un militant écologiste de la première heure, il y avait cette idée de dire comment est-ce qu'on peut transposer finalement ce qui a bien marché dans la santé connectée pour créer des logiques de prévention et des maladies chroniques à l'environnement où on a en fait un peu le même type de dilemme. Il faut aujourd'hui faire des efforts pour des choses qui en fait créent une valeur économique. On économise des coûts futurs très importants si on prévient le désastre climatique, mais on n'est pas du tout câblé pour bien le faire. Parce que, en gros, ça va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et donc personne n'assume cette responsabilité maintenant. Et ce qui a bien marché dans la santé connectée, voilà, je cherchais le truc qui pourrait l'appliquer à l'environnement. Et donc, c'était vraiment, je l'ai abordé par la tech. On arrive à automatiser le tracking des données de santé avec des objets connectés. Très bien. Comment est-ce qu'on peut automatiser le tracking de l'empreinte carbone? Et c'est en découvrant finalement une possibilité assez neuve de s'interfacer à des données bancaires, l'open banking. Donc jusqu'à 2-3 ans, vos données bancaires appartenaient à votre banque. Vous ne pouviez pas en disposer comme bon vous semblait. Désormais, vous avez le droit de prendre les données et de les mettre dans une autre plateforme. Au même titre que vous pouvez prendre vos données de Google et les mettre dans une autre plateforme. Et donc, c'est en comprenant que ça existait, ça, qu'on s'est dit, bah, tiens, on peut lancer un produit. Puis, comme on répond quand même à un problème, quoi, les gens sont de bonne volonté, mais n'ont pas d'outils pour vraiment savoir où ils sont. On verra bien si ça crée de la valeur et on trouvera bien un truc, quoi. Voilà. Ok, super. Alors, j'avais une deuxième question qui pourrait intéresser les jeunes entrepreneurs et les étudiants aussi. Quelles sont les compétences à avoir afin de se lancer dans ce domaine? Par exemple, Alexis, justement, afin de réaliser les calculs d'empreinte carbone, comment vous avez fait au début pour savoir quels étaient les calculs à effectuer finalement? En fait, assez pragmatiquement, on s'est dit, donc moi j'aurais été totalement incapable de récupérer ces données moi-même, mais j'ai la chance d'avoir un cofondateur qui est beaucoup plus doué que moi comme CTO, et donc on a regardé en fait ce qui existait en termes d'API d'open banking. Donc il y a un certain nombre de sociétés qui proposent des connecteurs au compte bancaire pour que vous puissiez construire votre app autour de ça. Et donc on a regardé quelles données pouvaient nous arriver je ne sais pas si vous connaissez Banking ou Linkso, de ces applis, et on a regardé, ok, quelles données est-ce qu'on peut récupérer? Et en fait, ces données arrivaient avec des catégories. En fait, le premier truc qui nous a surpris, c'est que, par exemple, vous faites un achat à la SNCF ou vous faites un achat chez Air France, ils vous donnent les données dans la même catégorie, transport. Et on s'est dit, mais on peut pas estimer de l'empreinte carbone transport, quoi. Il faut dire, est-ce que c'est un train, est-ce que c'est un avion, est-ce que c'est ceci, cela, etc. Et donc, on a commencé à créer un référentiel plus fin. Et donc, on s'est dit, les données bancaires, il faut les catégoriser plus finement. Et en fonction de cette catégorie, on va appliquer des facteurs d'émissions monétaires, on va convertir les euros en carbone. Et il se trouve que ce travail, on n'a pas inventé la notion de facteur d'émission monétaire. L'ADEME, l'Agence de la transition écologique, propose tout un tas de facteurs d'émission monétaire aux entreprises qui veulent faire des bilans carbone quand elles ne peuvent pas compter les émissions par une autre approche. Et donc, on a regardé ce qui existait, on a commencé à mettre des choses, puis on s'est aperçu que ce qui existait, c'était pas toujours adapté. Donc on est allé chercher l'empreinte carbone des produits, on est allé chercher le prix des produits, on a fait ces ratios. C'est quoi et donc on a construit des facteurs d'émissions monétaires et on les a construits
j'espère que l'ADEME, s'il nous écoute, m'en voudra pas de dire ça, mais on en a construit 450, quoi, alors qu'il y en a une cinquantaine qui disponibles sur les sites. Donc mais en s'appuyant à chaque fois sur de la recherche publique. Puis entre-temps, voilà, on a recruté des data scientists et notre travail, il est double. On apprend à classifier les dépenses et après, on apprend à mettre en place le bon ratio d'émissions monétaires. Et parfois, on va jusqu'au fournisseur, quoi. Quelle est l'empreinte carbone, je sais pas moi, de votre abonnement chez Netflix? Donc, si vous allez sur l'ADEME, ils vous disent il y a les télécommunications. Mais bon, ça vaut le coup de se dire est-ce qu'il n'y a pas un truc plus fin à faire sur le streaming? Il y a des gens qui ont fait des recherches là-dessus. Donc, vous avez l'empreinte carbone du streaming, vous avez le chiffre d'affaires du streaming, et vous avez le facteur d'émission monétaire du streaming. Mais peut-être que Netflix publie son empreinte carbone. Et donc, vous avez l'empreinte carbone de Netflix et vous avez le chiffre d'affaires de Netflix. Donc, vous avez le facteur d'émission monétaire de Netflix. Et donc, nous, notre travail, c'est d'en construire toute la journée. Et donc, étonnamment, personne n'avait fait ça. Et puis, en fait, comme du coup, on a pris un peu d'avance, ça a intéressé la BNP, qui du coup nous a demandé si on pouvait utiliser notre référentiel. Donc, et encore une fois, la techno, c'est pas juste de calculer les facteurs d'émission, c'est aussi de classifier les dépenses. C'est ça qui est dur en fait, parce que il y a beaucoup de dépenses, il y a beaucoup de fournisseurs, etc. Et donc, on a publié une API qui permet maintenant aux banques d'intégrer ça. Et donc, on ne savait pas dans quoi on se lançait, mais finalement, on s'est aperçu qu'il y avait une activité à proposer cette techno aux banques pour qu'elles puissent elles-mêmes apporter un calculateur d'empreinte carbone. On ne dit pas que c'est parfait, hein. On dit que c'est un modèle qui s'améliore et qui s'améliore avec l'input des utilisateurs. Et donc, il y a un effet de réseau à un moment où les gens recatégorisent vos dépenses, vous apportent des précisions, vous demandent de les catégoriser plus finement, etc. Et donc, on crée finalement des barrières à l'entrée, mais par l'usage, pas parce que... voilà. Donc voilà, très pragmatiquement, en gros, on s'est lancé, et puis surtout, on s'est lancé parce que quand on s'est lancé, on s'est aperçu que le coût d'entrée n'était pas très élevé. Mais après, c'est une question de rapidité d'exécution. D'accord. Du coup, Benoît, vous qui voyez de nombreuses startups, la question c'était quelles sont les compétences types à avoir pour se lancer dans ce domaine? Ça dépend. Enfin, en tout cas, un grand merci en tout cas pour Alexis pour ta présentation. Je voudrais juste ajouter qu'effectivement, on a trouvé les procédés développés par Greenly très intéressants. Ils ont été labellisés par le ministère, donc dans le cadre de l'initiative Green Tech Innovation. Et comme tu le dis, Alexis, il y a d'autres entreprises qui font ça, et puis d'autres qui seront labellisées par le ministère pour leur capacité à accélérer justement les politiques du ministère. Le seul fait de connaître effectivement l'empreinte carbone de telle ou telle action, de tel ou tel produit, service, permet ensuite à l'utilisateur de s'orienter non seulement en fonction du prix du service, mais également de son empreinte carbone. C'est une vision complémentaire qui permet aussi d'orienter le citoyen vers la réduction de son empreinte carbone. Alors, je vais répondre maintenant à ta question, Élise. Effectivement, quelles compétences il faut pour une startup? Enfin, je crois que ça dépend des domaines. Là, dans le domaine qui est évoqué par Alexis, il y a certainement des compétences techniques. Là, tu vas me démentir, Alexis, si c'est pas exactement ça. Ouais, mais moi, j'ai aucune compétence personnellement, mais j'ai des collègues très doués. dans le traitement des données. Mais il y a aussi à la fin, et tu l'as bien dit, il faut trouver des clients. C'est pas parce qu'on a mis en place un procédé qu'il va être utilisé. Et il faut donc qu'il y ait une compétence commerciale. On a aussi ensuite, selon les procédés mis en œuvre, vous m'entendez? C'est bon? Selon les procédés mis en œuvre, il y a d'autres choses à développer, hein, des compétences métiers, nécessité de faire de la R&D, c'est très important également. Mais si je peux ajouter un mot, je pense qu'il ne faut pas énormément de moyens pour se lancer. Je pense qu'il faut quelqu'un qui a un peu le sens de commercial et un autre qui a un sens technique. Donc moi, avec mes cofondateurs, on est très complémentaires parce que j'ai quasiment aucune compétence technique, mais lui, très vite, pouvait prendre une API, développer, faire une app. Donc ça, on n'aurait rien pu faire sans ça, quoi. Mais il n'y a pas besoin de lever 10 millions d'euros tout de suite pour commencer à faire un début de produit, quoi. Oui, merci. Je crois que Benoît est sur mute.
Oui, Ouais. pour certaines startups, des compétences sur les sujets de communication sont parfois aussi très importantes. Notamment quand on s'adresse à des produits grand public, la communication, pour donner envie justement d'utiliser le produit, ça devient quelque chose de très important. Ouais, moi, je peux nuancer un peu. Je pense que vraiment, n'importe qui peut lancer sa boîte aujourd'hui. Vraiment n'importe qui. Et je pense qu'il faut pas du tout se dire, ah mince, j'ai pas ça ou j'ai pas ci. Il y a quand même un truc qu'on voit, c'est que quand quelque chose nous passionne ou quand on est curieux, quelque chose nous intéresse, on progresse et on avance très vite. On n'est plus dans le monde où on va faire des études dans une branche et du coup, ben, c'est cette branche-là qui détermine le reste de notre vie. On acquiert un stock de compétences et c'est ce stock-là qui va faire reposer tout ce qu'on fera demain. Je pense que maintenant, on peut se former très très vite. N'importe qui peut s'intéresser à n'importe quoi parce qu'on a plein d'outils et ça, c'est génial. Et puis après, on peut trouver des gens très facilement qui sont capables de nous compléter. Donc là, pour aller un peu dans le sens de ce que disaient Benoît et Alexis. Mais pour trouver ces gens-là, je pense qu'il faut commencer par faire. Il faut essayer des choses. On a chacun un peu nos critères et notre façon de fonctionner et on a chacun la dimension du projet entrepreneurial qu'on porte propre à nous qui va faire qu'on va commencer d'une manière ou d'une autre. Dans mon cas, moi, c'était des communautés. Donc, j'ai créé des communautés. Puis finalement, bah, toute la stack technique est venue ensuite. Parce qu'une fois que tu as la communauté, ben, les développeurs te disent, ben, attends, faisant une appli, faisant un site. Bon, bref, il y a 1 million d'exemples. Mais je pense que vraiment, il n'y a pas besoin de compétences, si ce n'est la curiosité et l'envie d'être dans l'action, qui sont quand même des prérequis un minimum pour pouvoir y aller. Parce que les idées, c'est beau, mais malheureusement, les idées, ça fait rien. Et je pense qu'il faut vraiment se mettre en action, peu importe si c'est pas ouf, peu importe si ce qu'on fait, c'est bricolé. Je pense que c'est l'action qui amène l'action. Et quand on est dans l'action, il se passe plein de choses. Allez-y, hein, Séverine, si vous avez quelque chose à ajouter. Ouais, évidemment. Bah, vous savez, je suis prof, donc j'ai toujours un truc à dire, moi. Le truc, moi, ce qui m'interpelle par rapport à votre question, c'est quelles sont les compétences pour avoir une start-up qui ait de l'impact. Et tout dépend quel type de start-up vous mentionnez. Vous voyez, celle d'Arthur, celle d'Alexis, peut-être même plus celle d'Alexis qui demande certaines compétences, expertise technique bien définies. Je pense que, vous savez, déjà, il y a plein de trucs qui sont tout bêtes. Comme l'a répété Arthur, c'est tout bête, mais il suffit d'avoir une bonne idée et d'avoir la conviction. Derrière, ça veut dire qu'une boîte comme ça ne se crée jamais tout seul, c'est toujours des rencontres. Donc ça veut dire qu'il faut tout simplement essayer de grappiller, cultiver sa communauté, cultiver ces choses-là. Donc ça, c'est cool parce que où on est, ça permet d'être utile. Il y a aussi un autre point qui manque énormément alors à mon cœur de métier, qui sont l'entrepreneuriat féminin. Les 3/4 des femmes, je vous rappelle, vous avez vu ici, on est un peu minoritaire en tant que fille, dans la précédente table ronde aussi, c'est pas grave, ça ne me gêne pas non plus. Cela dit, 2%, c'est l'ensemble des fonds alloués à l'ensemble des boîtes portées par des femmes, des startups. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Sista, entre autres, il y a Station F, tout à l'heure la responsable des programmes était avec vous. Voyez bien que derrière, déjà, il y a une partie de l'humanité qui n'est pas dans le coup. De facto, ou parce qu'elles le veulent, ou parce qu'elles ne peuvent pas. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le débat. Moi, ce qui me frappe, c'est que si on veut créer une entreprise d'impact, sachant qu'il y a quand même un enjeu tout bête qui est simplement de lutter contre un réchauffement climatique et scientifiquement, mis à part 2-3 personnes qui disent « Oh, c'est pas vrai », mine de rien, on y arrive bien. Je dirais n'importe quelle maintenant start-up qui veut créer, qui doit se créer, doit réfléchir sur cette notion d'impact. Pour moi, c'est une évidence. Et donc, en tant que prof ou en tant que plaidoyer, c'est une évidence. Si on crée un truc dans la mode, ok, c'est une mode, est-ce que c'est durable, est-ce que c'est pas durable, le système, logistiquement parlant, le produit, il se récupère comment, le matériau, on le fait comment, quand on fait un bijou, et il y a plein de boîtes qui se mettent en place là-dedans, et c'est très bien comme ça. Donc, je dirais, les compétences, c'est simplement avoir des compétences entrepreneuriales, n'importe lesquelles, donc celles basiques pour créer une start-up, c'est-à-dire évidemment ne pas dire je vais tout savoir faire et effectivement je sais tout faire, savoir trouver les bonnes ressources. N'oubliez pas que des brevets, ça se trouve facilement, des coopérations avec des boîtes existantes, ça se trouve facilement. Une entreprise qui développe sa propre R&D, c'est une entreprise qui n'a rien compris. Vous regardez les 3/4 des boîtes, j'ai beaucoup bossé pour rester, j'ai beaucoup bossé pour d'autres boîtes. Ces boîtes-là travaillent toujours avec des projets européens, des ANR, etc. pour développer leur tech, y compris même au CE1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut simplement
trouver les bons réseaux, financer les choses, savoir déléguer, et après le tour est joué. Ah, je crois qu'on a perdu Élise. Hein. Mince, hein, c'est embêtant puisque c'est notre speaker. Ouais, je la vois. Élise, vous êtes parmi nous? On ne vous entend pas. Oui, j'entendais beaucoup de coupures, mais c'est bon, j'ai réussi à suivre. Vous aviez terminé du coup? Très bien. Ouais, moi, j'ajouterais quand même qu'il ne faut pas, d'un côté, exagérer le besoin d'avoir de l'expérience, mais c'est quand même bien d'avoir des compétences complémentaires. Et en fait, du coup, assembler les bonnes personnes autour d'une équipe et en fait, finalement, c'est ça qui prend du temps. Moi, je pense que ce que je vois dans pas mal d'entreprises autour de moi, c'est quand même beaucoup qui viennent d'un réseau d'entrepreneurs. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, pour ma part, de travailler sous le mentorat un peu d'entrepreneurs qui sont très compétents et qui ont très bien réussi chez Weezings. Et donc, c'est à la fois des gens qui vont vous soutenir quand vous vous lancez, qui vont vous donner plein de bons conseils. Vous êtes dans un pool de talents où pour trouver des compétences complémentaires, vous avez un développeur avec qui vous avez déjà travaillé, vous avez un marketeur, un designer avec qui vous avez travaillé. Donc, euh, je pense que c'est quand même plus dur de se lancer dans l'entrepreneuriat tout de suite en sortant d'école que d'aller passer 3-4 ans ou 2-3 ans, enfin ça dépend de la vitesse à laquelle vous apprenez, dans une entreprise où tous ces process finalement ont déjà été un peu défrichés. Vous allez... parce que ce qui compte le plus, en fait, c'est les équipes. Et trouver une équipe, on peut le faire avec ses camarades d'école, etc. Mais les gens n'ont pas tous le même niveau de motivation, d'implication, ils veulent pas tous être entrepreneurs, enfin bref. Euh, et, euh, et choisir un terreau entrepreneurial très fertile en se disant je vais passer 3-4 ans dans une startup qui me plaît ou pas forcément. Et je pense que c'est quand même mieux de le faire dans une startup que dans un grand groupe si on veut devenir entrepreneur. C'est sans doute ça en fait le meilleur accélérateur. Enfin, je parle de mon expérience ici, mais ça me semble pas déraisonnable de dire apprenons un peu voilà ce que c'est que l'hypercroissance avant de devoir tout réinventer. Je pense qu'il y a quand même plusieurs profils là-dessus, mais c'est intéressant. Hein, mais c'est clair qu'on apprend sous la tutelle de ceux qui font, qui savent déjà faire, mais je trouve qu'on apprend très, très vite aussi quand On t'entend mal, Arthur. Je sais pas si c'est moi. On vous entend très mal, Arthur. Bon, du coup, c'est bon, j'ai coupé son micro, on a perdu la connexion. On essaiera de rattraper ce qu'il disait tout à l'heure. Non, éventuellement, je peux compléter un peu le propos d'Alexis et ce que j'ai cru comprendre de ce que disait Arthur avant que ça ne coupe. Hein. Ce qui me semble intéressant, c'est effectivement apprendre à trouver la bonne compétence et apprendre à savoir déléguer. Enfin, il y a déjà le business model, mais ça voilà. Mais il y a apprendre à trouver la compétence et apprendre à savoir déléguer. Et le seul truc, et là où je rejoins un petit peu partiellement Alexis, c'est qu'effectivement, ce truc-là, paradoxalement, ça s'apprend pas en cours. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord. Cela dit, il y a différents profils. Hein. Je vois par exemple, pour beaucoup travailler avec Réseau Entreprendre, qui est pas éventuellement le plus grand des financeurs de start-up de France, mais quand même, ou pour travailler avec la French Tech, il y a beaucoup de personnes
qui arrivent à trouver maintenant, enfin, l'idée d'avoir déjà des études où on fait notre bac, après on fait une prépa, etc. Enfin, ça existe pratiquement plus. Ça existe, oui, on a des étudiants ici, mais c'est pas que ça. Et tout dépend réellement des parcours. En revanche, pour moi, apprendre réellement à trouver la bonne équipe, ouais, je suis définitivement d'accord avec Alexis, ça s'improvise pas. Et trouver la bonne personne et être sûr que ça va être la bonne personne qui va s'impliquer, pour moi, ça, c'est la personne, c'est le truc clé. Et pour ça, enfin, je trouve que rejoindre une entreprise un peu de la French Tech qui est un peu en vie, c'est quand même un bon moyen de le faire parce que si vous avez des profils de gens, quoi. Tout le monde n'a pas envie de prendre de risques. C'est pas dans le consulting que vous allez trouver le plus d'entrepreneurs, quoi. Enfin, après, il y a évidemment des exceptions, mais c'est plus simple de prendre des risques quand vous êtes dans un contexte où vous êtes avec des gens qui prennent des risques et qui en plus ont été récompensés. Moi, je regarde un petit peu les gens qui ont investi chez moi. C'est pas du tout des gens, c'est pas du tout en fonction de la richesse. C'est en fonction de est-ce que c'est des gens qui ont gagné de l'argent en prenant des risques. Et donc euh, c'est très important, je pense, de se mettre dans un écosystème en fait. Et c'est pour ça que la Silicon Valley, etc., ça fonctionne aussi bien. C'est parce que vous avez des gens qui ont très très bien réussi au début de l'Internet et donc qui rendent au système en réinvestissant et ils ont pris des risques et ça a bien marché pour eux et du coup chaque vague finance la vague d'après. Et quand vous êtes dans un écosystème où vous êtes sur des activités de rente où le financement ne vient pas de la prise de risque, c'est pas des gens qui vont vous financer là-dessus, quoi. Alors en France, on est conscient de ça et c'est pour ça qu'il y a la BPI, etc., qui complémente en gros le manque finalement de capitaux relatifs aux autres pays. Parce qu'en soi, il n'y a pas un manque de capitaux absolu. Mais donc ouais, voilà, il faut se mettre dans le bon contexte, si j'avais un conseil à donner. J'aurais un mot à dire par rapport à ce qu'a dit Séverine sur la présence des femmes dans l'entrepreneuriat et dans les startups, le monde des startups. Je pense que c'était les 3%, c'était peut-être vrai il y a un certain temps, mais depuis 5 ans, c'est plutôt passé à 15%. Et plus récemment, c'est en train de passer plutôt à 30%. Enfin, nous, on voit un petit peu dans les candidatures dans l'initiative Green Tech, hein, on a eu 200 candidats, donc, et la proportion de femmes vraiment augmente. Donc, je sais pas trop, c'est pas les données de Sista de 2021. Hein. Ouais, bon, nous, après, en tout cas, tout dépend des données qu'on veut regarder. C'est pas les données de l'OCDE que j'ai encore regardé avant-hier. Ouais, je cite juste moi ce que je vois, hein, c'est-à-dire ouais, que c'est super pour vous, il n'y a pas de souci, hein, mais bon, c'est pas tout à fait encore les données. voilà, mais en tout cas dans les green tech, c'était tu as raison peut-être Séverine, il y a peut-être un biais dans les green tech, mais il y a une présence croissante. En tout cas, je vois que c'est croissant, hein, cette présence des femmes dans les startups, dans les green tech, et notamment dans ceux qui sont lauréates effectivement et dans notre écosystème des green tech, elle est croissante. C'est une tendance à la croissance, voilà ce que je veux dire, hein. C'est ce que moi j'ai observé. Maintenant, c'est peut-être pas général, tu as peut-être raison, hein. Et pour revenir aussi sur l'importance effectivement des équipes, bien, c'est vrai que c'est hyper important que la cohésion d'équipe, effectivement, c'est hyper important parce que j'ai plus en tête exactement la source, mais environ une grande part des défections d'entreprise, des difficultés des entreprises, ça peut être effectivement les aspects financiers et autres, mais c'est aussi parfois des tiraillements dans l'équipe qui font que bah voilà, l'entreprise ne fonctionne plus et les gens, les créateurs d'entreprises se séparent. Alors, tout peut être lié, mais c'est vrai ce que tu disais Alexis tout à l'heure, oui, c'est hyper important d'avoir en effet qu'il y ait une cohésion d'équipe et que l'équipe puisse faire confiance les uns les autres et que voilà, ça fonctionne. Oui, la source numéro un de la mortalité des entreprises, c'est des fondateurs qui se séparent. Hein. Ouais. Voilà, c'est ce que Parce je veux dire par que contre. Oui. vous n'avez pas. Il faut des gens qui veulent vraiment y aller, quoi. Et donc parfois c'est une bonne idée au début, et puis en fait 6 mois plus tard, on est embauché chez McKinsey, et puis finalement on se dit que c'est peut-être pas la peine. Et donc voilà, mais ça on peut pas le savoir tant qu'on connaît pas bien les personnes avec qui on se lance, quoi, en fait. Alors après, tu as un truc qui peut nuancer aussi, c'est aussi les levées de fonds, tu vois.
où tu peux. Et puis après, il y a deux, trois, je sais pas, j'ai deux, trois exemples en tête, ça serait pas clean de nommer leur boîte, justement, d'entrepreneurs qui ont déjà créé plusieurs fois. Donc là où je te rejoins, Alexis, c'est effectivement, tu as l'expérience entrepreneuriale. Mais en fait, maintenant, ils ont appris à gérer le départ de certains membres de l'équipe. Et donc, ils arrivent. Alors, je dis pas que c'est facile, hein, parce qu'évidemment, quand ils disent ça, ça paraît super simple. Mais en fait, ils ont appris à gérer ça. Et en particulier, parce que après la première levée de fonds, tu vois que le capital est dilué. Tu vois que des fois, il y a des personnes qui sont plus du tout dans le même trip, hein, dans la même stratégie. Tu en as certains à qui on demande de partir parce que justement, ils sont complètement. C'est peut-être pas les bonnes personnes. La deuxième levée aussi fait, je sais pas, de différentes choses. Je sais pas si toi, tu as des choses à dire, Alexis, là-dessus, peut-être, ou Benoît. Pas encore officiellement. Ah, ok. Ok, compris. Moi, je fais pas de levée de fonds directement, hein, donc par contre, effectivement, je vois un peu comment ça se passe et je vois effectivement que c'est hyper important enfin, ce choix initial des équipes, des responsabilités est hyper important et je crois que dans tous les cours d'entrepreneuriat, je pense que vous devez en avoir à l'école de management de Lyon. Enfin, on évoque bien l'importance De Grenoble. de Grenoble, pardon, de Grenoble, pardon, excusez-moi, pardon. De Grenoble. Désolé. C'est effectivement quand on crée les statuts de l'entreprise de bien identifier et de bien prendre en compte que les choses peuvent tourner moins bien que prévu initialement et de bien prendre en compte un certain nombre de situations qui pourraient advenir, qui pourraient mettre en danger l'entreprise et donc avoir bien travaillé sur les statuts de l'entreprise très très en amont quand on la crée. Juste sur la partie levée de fonds, enfin, moi j'ai l'impression que ça s'est quand même assez bien passé, mais parce que j'avais déjà un réseau d'entrepreneurs avec qui j'avais déjà travaillé, qui me connaissaient, qui me faisaient confiance, qui faisaient confiance à mes cofondateurs, et donc qui étaient prêts à mettre un peu pour voir. Et eux-mêmes, ils étaient prêts à remettre un peu parce qu'il y a quand même un truc qui marche bien en France, c'est les gens qui ont vendu leur entreprise, ils ont quasiment une obligation de réinvestir une partie. Et donc, mais ils le font chez des gens qu'ils connaissent, qui sont dans le même écosystème qu'eux, etc. Donc, et ça, enfin, si vous sortez d'école et que vous voulez avoir des investisseurs là-dessus, c'est beaucoup plus dur de récupérer, d'avoir la confiance d'entrepreneurs que si vous avez bossé pour des gens qui ont vendu leur boîte ou ce genre de choses, quoi. Je peux me tromper, mais je pense que voilà, avoir 5 ou 15 ans, entre 5 et 15 ans d'expérience professionnelle dans le monde de l'entrepreneuriat facilite très très fortement les chances de trouver des gens qui vont vous financer parce qu'ils vous connaissent, ils vont vous apporter des conseils. Sortez d'école et vous lancez, vous avez intérêt à avoir une innovation technologique incroyable que vous avez développée en école ou alors un business très très vite actionnable, mais qui n'a pas besoin de beaucoup de capitaux, quoi. Ça dépend. Alors, par exemple, tu vois, je pense à Wisby, qui est un peu un des fleurons de Grenoble École de Management. Il y a Benjamin qui en est à sa 3e levée de fonds. Il y a cette dimension qui est un peu être rentré très rapidement sur un marché, avoir pris très rapidement une position d'abord de niche, enfin sur un marché niche, mais avoir pris des grosses positions. Et après, en gros, mais en revanche, l'intelligence de Benjamin, ça a été d'embaucher des gens, peut-être comme toi, Alexis, tu vois, qui avaient déjà beaucoup de bouteilles. Eux, ils ont investi un directeur marketing qui était un monsieur qui venait de chez Viadeo, du temps où Viadeo fonctionnait encore très très bien. Donc autant dire que toute la rente qu'ils avaient pu récupérer et des premiers chiffres d'affaires, tout ça, c'est allé dans le salaire de ce monsieur qui a permis après de développer. Donc, c'est-à-dire d'attirer la bonne compétence, d'accepter que cette bonne compétence gagne plus que les dirigeants, c'était indéniable, et ensuite d'asseoir progressivement la croissance de la boîte. Il y a d'autres trucs, mais c'est vrai que c'est ces autres personnes qui apportent ce réseau. Et ce réseau de ce que j'appellerais, moi, de la love money étendue, en fait, ce que tu appelles, Alexis, c'est des gens qui te connaissent, qui se sentent appréciés pour tes qualités, mais aussi pour tes qualités professionnelles, et à la même chose pour les fondateurs.
Ouais. Il y a autant d'histoires d'entrepreneurs qu'il y a d'entrepreneurs. Il n'y a pas une règle. Hein. Je Non. dis juste que ça me paraît plus simple quand même d'avoir un peu ce premier bain, quoi. Parce que ça peut être la montagne et les marches sont moins hautes à gravir, quoi. C'est clair. Élise, es-tu toujours là? Oui, oui, je voulais enchaîner justement par rapport à ça. En fait, une question que plusieurs personnes se posent, c'est comment faites-vous pour valoriser cet impact environnemental et pour le vendre à des entreprises? Est-ce que l'argument environnemental suffit? Moi, ouais. J'ai rencontré très peu de gens qui investissaient vraiment sur les critères environnementaux. C'est-à-dire, c'est un plus, mais c'est pas pour ça qu'ils investissent, quoi. Donc c'est peut-être qu'ils investissent que là-dedans, mais ils veulent quand même voir ce qu'ils attendent d'une autre entreprise. De la croissance, des clients, un business model. Les seuls qui ont un peu une approche différente, c'est les gens, je trouve, du fonds là, de Bill Gates et de Jeff Bezos qui s'appelle Breakthrough Energy Ventures. C'est quasiment les seuls que j'ai entendu dire ça. C'est nous, on finance des solutions qui ne trouveraient pas de capitaux sur les marchés parce que notre critère, c'est pas combien ça va nous rapporter. On veut que ça nous rapporte, mais le premier critère, c'est combien de tonnes de CO2 ça va éviter. Et on essaye d'investir dans des solutions qui évitent au moins 1% des émissions mondiales par de la techno, de l'évitement, de la substitution de techno, etc. Mais presque tous les autres veulent investir dans l'impact, mais veulent obtenir les mêmes résultats qu'ils attendraient s'ils investissaient dans quelque chose qui n'était pas de l'impact, entre guillemets. Donc je pense que, je dis pas qu'il faut pas faire de l'impact, au contraire. Je dis juste qu'il faut pas perdre de vue qu'il faut d'abord que ça soit rentable si vous voulez que les gens vous financent. C'est le principe de la labellisation Green Tech Innovation, hein, de sélectionner des entreprises à impact et de valoriser, communiquer, valoriser ces projets qui accélèrent la transition écologique. Nous, maintenant, on voit qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui souhaitent développer, qui sont très intéressés par cette labellisation dans la perspective justement d'avoir à la fois un impact favorable à l'environnement et également d'avoir un retour sur investissement significatif. Contrairement à ce qu'on pouvait penser il y a 5-10 ans, en fait, l'investissement dans le vert peut être très rentable, hein, et pas seulement sur les sujets numériques. On voit des exemples de très très belles valorisations de start-up Green Tech en quelques années qui n'ont rien à envier au domaine du numérique. Alors, c'est pas du x1000, c'est clair, mais du x5, x10, c'est assez courant. Hein, donc, des investisseurs, alors il y a bien sûr le cas inverse où l'entreprise peut stagner, mais dans les green tech, en général, en tout cas, les startups que nous avons sélectionnées dans le cadre de l'initiative Green Tech Innovation ont une bonne durée de vie et de belles croissances. Par exemple, en moyenne, alors je parle là pour 170-200 startups, hein, elles créent un emploi tous les 6 mois, leur chiffre d'affaires selon les années, ont de belles croissances. Alors il y a des startups qui vont beaucoup mieux, hein, mais en tout cas, en général, l'investissement vert maintenant, ça commence à être de plus en plus intéressant, même pour l'entreprise. Donc, c'est vraiment corrélé à du réel, à des choses qui ont une belle croissance. Donc, c'est pas un sujet ça rebute moins les gens que. Mais 100% d'accord avec toi, Benoît. Avoir positionné son entreprise, quel que soit d'ailleurs le secteur, sur le développement durable devient un avantage compétitif. Nous, on fait des bilans carbone d'entreprise. On demande à chaque fois pourquoi vous voulez le faire, qu'est-ce qui vous motive. Et en gros, ce qui fait qu'un patron vous paye, c'est parce qu'il se dit que si son entreprise se met là-dessus, ça va consolider ses relations avec ses clients, ça va engager ses salariés. Donc, ils voient tous ça comme un avantage compétitif. Il n'y en a aucun qui fait ça par pure générosité. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas concernés par le sujet, au contraire. Mais ils ne pourraient pas être concernés par le sujet étant chef d'entreprise si ce n'était pas aussi dans leur intérêt de chef d'entreprise. Donc je pense que l'alignement
de l'impact et du business est en train de se renforcer. C'était pas toujours le cas. Et c'est pas le cas de tous les business, bien sûr. Si vous êtes dans le pétrole, c'est plus compliqué. Mais il y a tout ce qui en fait est lié à la commande publique et au grand public. Maintenant, a quasiment besoin d'avoir une stratégie d'impact pour séduire ses clients. Et donc, il y a un alignement très fort du business et de l'impact. Mais je dis juste que par rapport à un investissement, c'est ça que les gens veulent entendre. Ils veulent pas entendre qu'on fait de l'impact parce qu'on veut sauver le monde, quoi. Tu évoquais tout à l'heure même l'embauche de salariés. Oui, il y a ça aussi. On a même des entreprises qui maintenant ont plus de 100 salariés, maintenant qui pour recruter, utilisent notre job board au même temps que d'autres outils. C'est aussi que l'engagement des employés sur le développement des green tech, des technologies vertes, ça intéresse aussi les startups, le monde de l'entrepreneuriat aussi. Donc, on est vraiment dans un domaine où, que ce soit les investisseurs, que ce soit les clients, que ce soit les employés, ça répond à différentes aspirations. Et donc, effectivement, ça a différents avantages pour l'entreprise, effectivement, de travailler dans les green tech. Et du coup, il y avait une question dans le chat qui voulait rebondir là-dessus, qui disait ainsi, selon vous, si l'on souhaite vendre une offre ayant une mission environnementale forte, il faut pouvoir prouver à l'entreprise en quoi cela lui apportera économiquement un impact sur les clients. En tout cas, je pense que plus ce lien devient fort, plus c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. C'est-à-dire, plus les gens voient le fait de décarboner ou d'avoir de l'impact pour être plus général comme servant leur intérêt économique, plus on va accélérer la transition de modèle. Donc, c'est ça qu'il faut viser. Si les gens voient la décarbonation de l'économie comme une contrainte, une taxe, en gros, c'est très compliqué, quoi. Et souvent, c'est une taxe, hein, parce que ça coûte plus cher d'être une alternative verte que d'être une alternative non verte. Mais il faut transformer la taxe en investissement, quoi. Après, pour répondre à cette question-là, j'ai envie de reprendre, alors faire juste un toute petite parenthèse sur un modèle théorique qui s'appelle le modèle des intentions. C'est-à-dire, en gros, comment se forme l'intention d'un entrepreneur de développer quelque chose de green ou de clean, ou quelque chose comme ça. Et l'intention, c'est 3 facteurs. Pas 4, pas 10, pas 20. C'est pas très compliqué. Le premier critère, c'est la norme sociale. Et là, tout ce que Alexis et Benoît vous êtes en train de décrire, c'est la norme sociale. C'est-à-dire, on a des appétences et tout le monde trouve des appétences différentes, des motivations écologiques, parce que bon, il y a aussi ça qui doit être là, des vraies réelles motivations, d'un intérêt pour la nature, c'est ce qui a été fait. Et en même temps, c'est calculé. Bon, bah, voilà, c'est ça. Donc, l'impact social, la norme sociale, c'est la règle numéro 1. Après, il y a deuxième point, c'est la capacité que ça repose sur moi. C'est-à-dire que je suis en mesure, moi, finalement, de dire, OK, je peux développer un business vert et je peux le faire. Et c'est assez intéressant, je peux faire un affaire, notamment sur le cas de l'élection de France, sur la French Tech et partie entrepreneur. C'est assez intéressant, on voit de plus en plus d'entrepreneurs qui disent, ça dépend de moi, et je suis entrepreneur mondial, et je peux avoir un impact là-dessus. Et troisième point, c'est effectivement, j'ai la connaissance pour. Et maintenant, on a la connaissance pour mesurer son impact carbone. Hop, c'est la boîte d'Alexis, c'est pour la boîte d'Alexis. On veut mesurer autre chose, on veut savoir le faire. Mais tant qu'il n'y a pas ces 3 ingrédients, la majorité des entrepreneurs ne basculeront pas nécessairement vers une mission environnementale. C'est pareil pour les missions sociales. Hein. D'accord. Et du coup, je voulais terminer sur une question. C'est y a-t-il une entreprise qui vous inspire ou fascine particulièrement aujourd'hui par son engagement dans l'environnement? Est-ce que vous pouvez aussi couper vos micros, s'il vous plaît, quand vous ne parlez pas? Merci. Allez-y, Séverine, je vous laisse
continuer. Bah, moi, je vais bien démarrer. Alors moi, je vous en ai parlé en préparant cet échange, Élise, hein. Moi, il y a une entreprise qui est pas particulièrement clean tech. C'est une entreprise qui s'appelle Affimobile, créée par une fille, enfin non, reprise par une fille hein, qui voulait pas perdre son job. C'est une entreprise qui fait un truc qui est pour moi anti-green. C'est quoi? C'est de la vente d'un support publicitaire en zone rurale avec des camions. Lesquels camions fonctionnent au diesel. Vous vous doutez, le truc, c'est l'anti-green en puissance. Je vends des trucs, de la pub qui est pas toujours très utile, avec des supports qui, par définition, sont des camions qui tournent, qui transportent pas d'autres trucs, mais qui tournent. Donc ça fait un drôle d'effet. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est de voir comment cette boîte, par différents truchements, par du réseau, est en train de remplacer progressivement tous ces camions par des camions électriques, alors que la solution n'existe pas encore. Des camions électriques, bah non, ça n'a pas une autonomie fantastique, voire même ça n'a pas d'autonomie du tout. Donc elle a trouvé tout un système justement avec une boîte de Grenoble INP qu'elle retravaille justement sur de la compensation carbone. Et je trouve que la manière avec laquelle Claire Item, c'est la responsable de l'entreprise, arrive à gérer juste cette boîte qui fait quand même 150 salariés, je trouve que c'est assez sympa. Et je trouve que ça présage pour moi une sorte de mutation dans l'ensemble du territoire, enfin du réseau entrepreneurial français. Et ça me plaît bien. Je vais te laisser parler, Alexis, d'abord, parce que moi, j'en ai pas qu'une, j'en ai plusieurs, qui sont chaque fois liées au parcours entrepreneurial. Moi, j'ai une entreprise comme Hellowatt, je l'ai trouvé particulièrement impressionnante parce que ces fondateurs de l'entreprise en 2016, ils ont commencé à avoir l'idée, ils ont créé l'entreprise et il y a quasiment personne qui a voulu investir le moindre euro dedans. Donc, en fait, ils ont développé leur entreprise par la force du poignet, si je puis dire. Et aujourd'hui, ils ont beaucoup développé l'activité, ils sont 140, et sans avoir reçu le moindre investissement, quoi. Et cette capacité, malgré tout, à poursuivre son projet envers et contre tous, si on peut dire en quelque sorte, sans trouver d'investisseurs, je trouve ça assez impressionnant. Après, je suis aussi très impressionné par les parcours de start-up qui travaillent et qui ont une incidence même sur le comportement des citoyens. C'est-à-dire que de part, ils vendent leurs produits, mais que derrière tout ça, il y a aussi un comportement, ils changent le comportement de la société. J'en vois plusieurs, hein, Greenly qui est présent en fait partie, hein, pour moi, hein, dire, mais Hydrao par exemple qui fabrique des pommettes de douche, ces comportements, ces entreprises qui changent le monde, il y en a beaucoup dans les green tech. Je trouve ça aussi très très impressionnant. Voilà. Mais cela dit, je crois que dans les green tech, on a un petit annuaire des startups green tech. Il y en a à peu près 170 entreprises de cette nature-là. Je suis impressionné en tout cas par ces parcours et par cette capacité de l'entreprise à accélérer les politiques du ministère de l'Environnement, beaucoup mieux qu'une réglementation, qu'un arrêté ou une loi des fois. Et ça, je trouve ça impressionnant. Non, absolument, Benoît. Moi, je suis assez d'accord avec vous sur voilà, moi, ce que j'aime, c'est des entreprises qui déplacent la norme sociale. Parce que à un moment donné, une innovation apporte une nouvelle façon de regarder un problème ou de changer ou simplement déplace aussi le désir hein, des gens. Il y en a pas mal qui font ça. Si on prend le cas le plus connu, je pense c'est Yuka qui est quand même un super carton sur les questions de santé, quoi. Euh, et je pense que si on arrivait à faire quelque chose de similaire sur l'empreinte carbone, ça serait très bien. C'est-à-dire que créer une prise de conscience et effectivement, il n'y a pas besoin forcément de légiférer pour que les marques aient envie de changer. Et parfois, justement, faire bouger la perception du consommateur, ne serait-ce que sur 5-10% des gens, peut avoir beaucoup plus d'effet qu'une loi qui est mal appliquée. Après, il y en a il y a plein d'entreprises qui font ça. Je pense dans la mobilité, évidemment, les plus impressionnants, c'est Tesla.
ils ont fait bouger toute l'industrie automobile. C'est-à-dire que les réglementations européennes sur le carbone, etc., sont très bien faites. Mais ce qui fait accélérer Volkswagen et compagnie, c'est le fait que tout le monde veut une Tesla, quoi. Et donc l'électrification. Et je pense à l'alimentation, il y a pas mal d'autres domaines où les choses bougent. Moi, j'aime beaucoup toutes les startups de viande végétale. Donc, notre cher ministre de l'Agriculture dit jamais on fera de la viande végétale, c'est horrible, quelle aberration, etc. Je pense qu'il se trompe complètement. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a de plus en plus de gens qui vont dire mais la viande végétale, c'est une super idée. Et évidemment, c'est pas la culture bovine française, etc. Mais en fait, ça commence avec 3% des gens qui trouvent ça super, et puis un jour, un repas à la viande sur deux, c'est ça. Et vous avez eu un impact énorme. Et donc moi, c'est ça qui m'impressionne. Et bon, c'est ce qu'on essaye de faire aussi. On essaye d'imposer une nouvelle norme sociale. C'est-à-dire que vous imaginez pas, je pense qu'il y a 30 ans, on n'imaginait pas, enfin, on faisait pas de RSE. Et puis il y a des entreprises qui ont commencé à en faire une norme sociale. Et nous, on aimerait qu'on ne puisse plus imaginer ne pas suivre son bilan carbone. J'ai pas besoin que le ministère oblige tout de suite toutes les TPE, PME à faire un bilan carbone. Si une TPE, PME ne se dit qu'elle ne pourra pas attirer un bon candidat si elle ne le fait pas, ça sera beaucoup plus puissant comme vecteur d'adoption. Donc voilà. Bon, on va finir avec une dernière question. Quel conseil vous donneriez aux jeunes entrepreneurs qui hésitent aujourd'hui à se lancer dans un projet à impact environnemental positif? Et il faudrait que vous coupiez vos micros, s'il vous plaît, si vous parlez pas. Merci. Moi, je vais répondre. Moi, je dis qu'on exagère toujours la prise de risque. Et que parce qu'en fait on apprend tellement de choses que même si bon ça ne peut pas marcher à chaque fois l'entreprise, en fait la vraie valeur c'est les équipes que vous avez formées, c'est la compétence que vous avez acquise et de se dire je me lance pas parce que c'est trop risqué, je pense que c'est perdre de vue le vrai risque quoi, qui est de pas se lancer quoi. Donc voilà. Allez-y, Séverine. Mais, Ou Benoît, n'importe. Moi, je sais pas trop. J'ai plutôt envie de répondre à votre question de manière à l'envers, mais c'est presque une tautologie. Pour moi, c'est une entreprise qui doit se lancer ou un entrepreneur qui doit se lancer, compte tenu du fait que dans tous les programmes, enfin, je veux dire, c'est un peu. Enfin, je dirais, mais pour moi, ça serait le seul risque qu'il pourrait y avoir, c'est de lancer une boîte sur un domaine qui ne contient pas en compte le risque environnemental et qui ne tient pas compte de l'impact environnemental. Pour moi, ça serait un non-sens. Donc, je dirais, c'est même pas une conséquence, c'est simplement presque une logique très naturelle. Tout quand on prend une activité, on se dit finalement pourquoi je fais ça, c'est quoi mon sens, qu'est-ce que je vais en tirer, et peu importe ce que je vais en tirer, ça peut être des sous. Je vous rappelle que le business social, c'est un marché de business social et environnemental, c'est un marché de 300 milliards de dollars, versus le marché du luxe qui est considéré comme à 8 ou 9 milliards de dollars. Donc vous voyez que c'est un marché qui est super, super intéressant. Ça peut être aussi simplement, et c'est très bien comme ça aussi, de la conscience environnementale. Donc je dirais, pour moi, il n'y a pas de, comme dirait Alexis, mais je le dirais avec volontairement un regard complémentaire, il n'y a pas de risque à avoir. Et donc, il suffit simplement, si on se sent l'âme d'un entrepreneur, si on pense qu'on a mis toutes les clés pour développer une véritable start-up, on y va, c'est tout. Et juste, vous me faites penser à un truc que je voudrais ajouter, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller forcément dans une start-up à impact. Il y a tous les domaines qui doivent avoir une stratégie à impact. Mais je pense que c'est un peu comme la digitalisation il y a 15 ans, ou il y a 10 ans. Il n'y a pas une entreprise qui ne doit pas se digitaliser. Il n'y a pas une entreprise qui ne doit pas se verdir. Donc vous pouvez aller où vous voulez, franchement, mais ayez en tête peut-être plus l'engagement de l'entreprise sur ces questions. Moi, cette question me gêne un tout petit peu parce que dans le cadre de l'initiative Green Tech Innovation, au ministère de la Transition écologique, on a sélectionné
par priorité justement des startups qui sont green tech, donc qui sont engagées dans le développement durable. Donc, et je vois des belles croissances, mais ma conviction donc est certainement biaisée, mais c'est pour ça que je suis un peu gêné pour y répondre, mais ma conviction c'est qu'effectivement le fait de travailler de développer des entreprises durables, justement, les rendront également plus durables elles-mêmes. C'est-à-dire que les business de l'environnement, le travail au développement de technologies plus vertes, de produits plus verts, de services plus verts, etc., ça rend également plus durable également l'activité. Donc, mais ça, c'est une conviction personnelle liée aux startups que je côtoie. Maintenant, je crains effectivement que mon point de vue soit biaisé. Hein, voilà, j'avoue. Non? Bon, bah, très bien. Et ben, merci à vous tous d'avoir participé à cette conférence. Très enrichissante, je pense, pour tous ceux qui nous ont écoutés. Donc voilà, encore merci à vous d'avoir pu vous libérer. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Dommage pour notre ami de Time for the Planet qui a disparu en plein vol. Mais en tout cas, bravo pour cette conférence et ravi d'avoir pu discuter avec vous. N'hésitez pas à me contacter. Moi, c'est alexis@greenly.earth. Et si le sujet vous intéresse et vous voulez creuser, d'ailleurs, on recrute. On recrute des vendeurs puisqu'on voit beaucoup de gens et y compris des jeunes diplômés. Voilà. Ok, moi pareil, n'hésitez pas à me joindre aussi, c'est benoît.spittler@développementdurable.gouv.fr ou aussi cleantechinnovation@développementdurable.gouv.fr. On est une boîte aux lettres commune. Et puis pour ma part, moi, vous savez où je suis. Je suis au 5e étage de la tour quand je suis sur Grenoble, où je suis 2 fois par semaine à Paris, sur le campus de Paris. Là, pour l'instant, ça va être un peu galère d'être un peu sur les deux en même temps, 2 fois par semaine. Donc, vous savez où me trouver. Sinon, séverine.le-loarn@grenoble-em.com. Merci à tous. En tout cas, un grand merci pour avoir animé une table ronde sur ce sujet des Green Tech qui était vraiment intéressant. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.